et tous, bienvenue dans Sport Planète, l'émission. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous qui va mêler sport et éco-responsabilité. Tous les mois, on va essayer de vous présenter des initiatives pour un sport plus responsable, pour des événements plus respectueux de l'environnement, de la nature, et puis des défis fous qui nous seront présentés en fin d'émission qui mêlent sport et protection de la nature. Sans plus attendre, et parce que vous les avez déjà aperçus, eh bien, je vais vous présenter nos invités à travers le sommaire de cette émission. Un club amateur éco-responsable avec des gestes et des actions toutes simples, c'est possible. Emmanuel Boissier, membre de l'Agence parisienne du climat, nous donnera quelques pistes. Notre Zoom Éco, c'est une course éco-engagée en plein cœur de la capitale, l'Éco-Trail de Paris. Justine Biraud, responsable développement durable de cet événement, est sur ce plateau également. Et puis nos deux éco-aventuriers du mois ont une obsession, ramasser les déchets qu'ils rencontrent lorsqu'ils courent ou font du vélo. Leur truc à eux, c'est le plugging. Nicolas Van Den Esken et Clément Chapelle vont tout vous raconter dans quelques minutes. Bonjour à tous les quatre, merci beaucoup d'être là pour cette toute première émission Sport Planète. Sport Planète en grande partie consacrée aux déchets. Les déchets, véritable fléau pour notre planète. Vous le savez, comment en produire moins, comment les ramasser. On va en parler tout au long de cette émission, notamment pour ce qui concerne le sport. Alors quelques chiffres, tout d'abord 2,1 milliards de tonnes de déchets sont produits dans le monde chaque année. Un chiffre qui date de 2018 et qui avait été donné par la Banque mondiale. Le sport n'est pas en reste dans tout ça, puisque pour une compétition telle que le Tour de France que l'on retrouve tous les étés, eh bien, ce sont plus de 12 000 tonnes de déchets qui sont générés et qu'il faut donc gérer. Emmanuel, vous êtes avec nous aujourd'hui, chargé de mission à l'Agence parisienne du climat. Alors cette agence, elle conseille les Parisiens dans leur transition énergétique. Vous accompagnez notamment certains Parisiens dans la rénovation énergétique de leur habitation. Et vous vous occupez, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, d'un projet qui s'appelle Sport Zéro Plastique. Ce projet, il concerne le sport amateur et plus précisément les clubs. Alors d'où est venue cette idée et comment vous la mettez en place ? Bonjour, alors du coup l'idée du projet elle a émergé lors d'une rencontre avec les clubs où on essayait de les sensibiliser sur différentes manières dont ils pouvaient réduire leur impact environnemental, et on s'est rendu compte qu'ils avaient vraiment envie de projets concrets et non pas de théorie. Donc on s'est dit qu'on allait monter un projet Sport Zéro Plastique où on allait accompagner les clubs dans la mise en place d'actions de terrain pour réduire le plastique à usage unique. Et donc on agit sur 2 établissements sportifs de la ville de Paris, avec à la fois les directeurs des établissements et les clubs qui les utilisent. Et on accompagne plus particulièrement 10 clubs qui sont engagés dans un défi, le défi Sport Zéro Plastique, pour inventer le meilleur projet de réduction du plastique à usage unique dans le sport. Alors à Paris, on a 2500 clubs. Là, il y a une dizaine de clubs par établissement, c'est ça, qui sont par infrastructures sportives qui sont concernés. Comment concrètement vous travaillez avec eux? Comment vous les aidez à faire, à réduire, à la fois à réduire leurs déchets, mais aussi à éviter d'en avoir un peu trop? On les accompagne par des rendez-vous individuels qu'on a régulièrement avec eux, et on leur donne des idées, et on déconstruit aussi avec eux un certain nombre de croyances quand ils essayent de faire un geste pour l'environnement. Des fois, on va avoir des idées qui ne seront pas forcément les bonnes. Typiquement, passer au gobelet jetable en carton, ça ne va pas être forcément une action très bénéfique. Ce qu'on recommande, c'est de sortir de la logique du jetable et vraiment de passer au gobelet réutilisable. Donc on fait un certain travail de pédagogie avec ces clubs, tout comme le fait que distribuer des gourdes à chacun de ses adhérents, ça ne va pas forcément être une bonne mesure à adopter. Il y a de plus en plus de gourdes qui sont données en goodies dans tout un tas d'événements, et au final, une gourde qui n'est pas utilisée, c'est un futur déchet. Donc nous, ce qu'on essaye de transmettre au club, c'est ce changement de logique pour vraiment fermer le robinet des déchets à la source. Et aussi les encourager vraiment à assumer pleinement leur rôle de club qui peut transmettre des valeurs, et ne pas hésiter à assumer leurs décisions, à porter un message auprès de leurs adhérents en faisant de la sensibilisation. Alors si on prend un exemple très concret, on a le Paris 13 tennis de table qui est particulièrement engagé à vos côtés. Alors on a découvert quelques images derrière vous pendant que vous parliez. Vous nous citez une ou deux actions très fortes et très concrètes, et finalement pas très difficiles à mettre en œuvre pour les autres clubs qui nous écoutent, dont ils pourraient s'inspirer.
Le Paris 13 tennis de table, il a fait d'une part de la sensibilisation. Lors de la semaine olympique et paralympique, il a sensibilisé tous les enfants qui venaient s'entraîner dans le cadre des entraînements scolaires. Et donc toutes les classes, lorsqu'elles sont venues faire leur cours de tennis de table, ils ont eu un quiz sur les déchets plastiques. Ils leur ont présenté les solutions pour éviter de produire ces déchets et les solutions aussi qui avaient été mises en place au niveau du club, comme des raquettes en textile recyclé. Donc ils ont fait beaucoup de sensibilisation. Ils ont aussi sensibilisé leurs adhérents à eux lors des journées, de la journée mondiale de l'eau. Et aussi, surtout, ils sont passés à l'éco-cup. Ils ont arrêté d'utiliser des gobelets jetables et on a compté le nombre de gobelets qui avaient été évités. Et ils ont évité 3500 gobelets en une année. Et si on les met bout à bout, ça fait la hauteur de la Tour Eiffel. Donc en fait, il ne faut pas minimiser l'impact que peut avoir une décision d'arrêter le jetable dans un club. Et surtout, ils ont vraiment sensibilisé tous les adhérents. Quand on parle de sensibilisation, alors là on s'adresse à des enfants, est-ce que vous avez l'impression que finalement ils sont nés avec ça et que c'est plus facile pour eux aujourd'hui d'être éco-responsables quand on est tout petit, beaucoup plus que les adultes? Tout à fait, c'est le retour que nous font de nombreux clubs. Les enfants, ils sont très réceptifs aux messages qu'on va pouvoir leur porter dans le cadre de leur entraînement sportif. Donc il ne faut pas se priver aussi d'avoir ce message aussi envers les parents et envers les adultes. Ce projet-là, Sport Zéro Plastique, il est parisien pour le moment. L'idée, c'est quand même que ça essaime un petit peu. Est-ce que vous êtes appelé par des clubs d'autres régions qui voudraient avoir des petites astuces pour engager cette réduction des déchets? Oui, il y a des clubs qui nous contactent et nous, on a vraiment l'ambition que les expérimentations qu'on met en place au niveau de Paris, elles puissent bénéficier à l'ensemble des clubs de France. Et on a un site internet où on partage tous les apprentissages qu'on a fait dans ce défi. On a des fiches pratiques, on a des guides qu'on aura écrits ou de nos partenaires qui peuvent vraiment aider les clubs quand ils veulent s'engager dans une démarche de ce type. Et on a aussi une newsletter où là, tous les clubs peuvent s'inscrire et avoir des retours d'expérience, des clubs qui ont déjà fait des choses ou aussi nos conseils sur comment sortir du plastique à usage unique. À www.sportzeroplastique.fr, on trouve des fiches, on trouve des conseils et vous pouvez donc sur ce site vous inscrire à la newsletter. On vous retrouve également sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec le hashtag SportZéroPlastique. Dès qu'on a une bonne action, on a le droit de poster et de donner des idées, c'est ça? Absolument, l'idée c'est qu'on se rende compte qu'il y a toute une multitude de manières dont on peut agir contre le plastique dans son club. Merci beaucoup Emmanuel, vous restez bien sûr avec nous tout au long de cette émission et notamment vous parliez d'un quiz mais vous allez y avoir droit vous aussi à la fin de cette émission. On va maintenant s'intéresser à l'éco-trail de Paris, c'est notre Zoom Éco. Alors le zoom écologique, évidemment, Justine Viraud. Dans cette partie, on vous parlera de grandes manifestations sportives, on vous parlera des équipements également et de leurs aménagements en vue d'être un petit peu plus durables et responsables, du sport de demain aussi. Alors là, on va évoquer un événement qui a quelques années derrière lui, c'est l'Éco-Trail de Paris, course qui a eu lieu le 19 mars dernier, 15e édition déjà, 5 distances de trail, 2 de marche nordique, 13 000 participants cette année, c'est une jolie réussite. Évidemment, c'est un événement qui est très engagé pour la planète, il porte un très joli nom. Alors avant de vous donner la parole, Justine, on s'est promené au milieu des trailers avant et pendant la course, histoire de dénicher un petit peu toutes ces actions concrètes qui sont mises en œuvre. Regardez ce reportage de Lucien Jahan et Louis Delperrier. Courir en prenant soin de la planète, c'est possible. À l'Éco-Trail de Paris, les coureurs sont sensibilisés à la cause écologique dès la veille de la course. Lors de la traditionnelle remise des dossards, les trailers récupèrent aussi du matériel éco-responsable. C'est un matériel qu'on demande en fait que les trailers aient tout le temps sur eux, notamment la pochette déchets pour éviter de jeter tout ce qui est déchets en fait dans la nature.
Les tickets de transport, on leur propose gracieusement en fait, pour éviter d'utiliser leur voiture et pouvoir se déplacer en fait, en transport doux. L'Eco-Cup, on a supprimé depuis maintenant 2010 l'ensemble de tous les gobelets de l'événement. Donc en fait, les gens doivent avoir un contenant alimentaire, donc une Eco-Cup ou une gourde pour pouvoir se restaurer ou avoir de l'eau ou autre aliment. Je trouve que c'est génial de mettre en place ce genre de choses, donc s'il y a d'autres courses de ce type, je serais très partant pour les faire. Les kilomètres s'enchaînent et les gestes éco-responsables aussi. Ce genre d'événement, on a aussi un impact sur la planète, donc on essaye de le minimiser au maximum. Donc on met plein de choses en place, on travaille avec des producteurs locaux pour nos ravitaillements. Chacun vient avec des gobelets, on sert, souvent on se branche directement au robinet ou au réseau existant, on sert les éco-trailers en direct dans leurs gobelets ou dans leurs flasques. Sur la gestion des déchets, le tri des différentes matières pour que ça soit bien recyclé. C'est le b.a.-ba, mais c'est quand même la base et il faut en passer par là. Et pour les quelques déchets restants, 10 éco-trailers sont chargés de les ramasser sur les 80 km de course. Je suis le premier relais en fait des éco-trailers, donc on se relaie, on est une équipe de filles, mix et garçons, où on va se relayer en se passant notre dossard, notre flamme pour ramasser les déchets sur le parcours. Et on a différentes distances, donc moi je suis pour le premier relais de 11 km. Et après je passerai mon GPS, mon dossard, tout ça, et les petits déchets à Gabriel qui est de l'organisation. Et voilà! Pour ma part, j'ai été agréablement surprise et par l'accueil qu'on a reçu de la part des coureurs sur le parcours qui étaient super contents de nous voir, qui posaient plein de questions, et par le peu de déchets qu'il y avait finalement. On a ramassé 2-3 bricoles, mais rien d'incroyable, donc agréablement surprise. Et prendre soin de la terre, ça vaut bien un petit verre. Un petit verre dans une Eco-Cup ou dans sa gourde, évidemment. Justine Viraud, on l'a entendu dans ce reportage, hein, Justine, ça fait quelques temps maintenant que vous proposez une course responsable. Depuis 2010, vous êtes sans doute les pionniers dans le fait de ne pas avoir de déchets. Est-ce que vous sentez que les trailers eux-mêmes, aujourd'hui, quand ils s'engagent sur une course comme ça, ils ont complètement changé leur façon d'aborder l'événement ? Déjà, merci pour l'invitation. Est-ce que les trailers ils ont changé leur comportement? Je ne sais pas, on voit que ça évolue. Mais en tout cas, nous, notre rôle en tant qu'organisateur éco-responsable, c'est de pouvoir transmettre des bonnes pratiques et sensibiliser le plus de monde possible aux enjeux climatiques. Donc réunir 13 000 personnes, il faut que ça serve à quelque chose. Et ben pour nous, c'est sensibiliser. On sent qu'ils s'impliquent beaucoup. Enfin, on les a vus dans ce sujet. Ils trient et ils sont plutôt contents justement qu'il y ait tout ça. Ils s'impliquent beaucoup plus qu'avant finalement. En tout cas, on leur donne l'opportunité de le faire et on peut avoir des retours de gens qui nous disent « Ah bah c'est vrai, il n'y a pas de bananes parce que c'est pas écologique d'avoir des bananes. Ma peau d'orange, je l'ai mise dans le bac de compost et j'y avais pas pensé avant. Et finalement, ça m'a donné envie chez moi de faire quelque chose et de m'engager. Et ça, c'est notre réussite si les coureurs peuvent partir avec ça en tête. » Ouais, des petits gestes au quotidien qu'on peut finalement appliquer également chez soi. Alors, on a beaucoup parlé de tri des déchets, les mettre dans la bonne poubelle, etc. Mais l'objectif aussi, c'est de ne pas en avoir du tout. C'est le principe d'amener sa gourde, d'amener son verre. Quelles sont les autres actions que vous pouvez mettre en œuvre pour limiter déjà le fait d'avoir des déchets? Tout à fait. C'est d'ailleurs central dans notre événement. C'est comment on peut être plus sobre dans notre manière de produire, mais même nous, en tant qu'organisateurs, acheter moins, produire moins, c'est central. Les déchets, c'est la phase émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on ne veut pas voir finalement. Donc nous, on propose beaucoup de choses pour essayer de limiter cet impact-là, notamment sur la partie alimentaire, où tout ce qui est proposé aux coureurs sur les ravitaillements et sur les zones d'arrivée sont en vrac. Donc que ce soit le saucisson, le fromage, rien ne vient emballer. Et on travaille uniquement avec des producteurs locaux. Donc on essaie vraiment de minimiser l'impact sur le pôle alimentaire. Avec les contraintes sanitaires du moment, parce que le vrac versus le Covid n'est pas forcément... On a quand même réussi. Même l'année dernière, en pleine crise sanitaire. C'est les bénévoles qui étaient en charge de servir les coureurs. Donc c'est vrai que c'est des contraintes supplémentaires, mais si on veut s'engager, c'est possible et on l'a fait. Vous diriez que l'Eco-Trail de Paris est devenu une référence sur la petite planète des événements ? Je l'espère. En tout cas, on voit qu'on est de plus en plus sollicité, qu'on nous demande comment on fait. Des événements plus gros que vous ?
Par des événements plus gros. Après, nous, notre vraie force, c'est qu'on a un événement local. Et pour minimiser l'impact d'un événement, il n'y a pas de secret, c'est avoir des coureurs qui viennent de pas trop loin. Et nous, on a 95% de coureurs qui viennent d'Île-de-France, donc c'est la seule méthode de vraiment minimiser l'impact d'un événement sportif. Et je ne suis pas sûre que des marathons ou des très gros événements puissent avoir ce genre de stratégie. Alors la clé autour de ça, c'est aussi de bien communiquer ce que vous faites déjà auprès des trailers, mais aussi auprès du grand public qui pourra avoir un œil sur l'Ecotrail de Paris. Cet axe de communication, il est majeur. Comment vous faites ? Il est majeur et nous, c'est le travail à l'année qu'on essaie de faire avec les équipes de communication pour sensibiliser sur les réseaux sociaux, dans nos communications par mail, sur nos supports vidéo, à tous les enjeux climatiques, mais au sens large, que ce soit du tri des déchets à l'alimentation, au transport. On essaie vraiment d'être une plateforme de sensibilisation et que cet événement, sa raison d'être, ce soit d'informer les gens sur ce qui se passe et sur comment on peut agir. On a déjà une idée de ce qui va se passer l'année prochaine ? On a des idées de ce qui va se passer l'année prochaine. On peut pas en avoir une petite ? Mais en tout cas, pour aller encore un peu plus loin sur le sujet. On a vraiment l'ambition de pouvoir engager nos coureurs tout au long de l'année et de proposer à terme un programme pour les fidéliser, mais par leurs engagements éco-responsables et récompenser les engagements tout au long de l'année plutôt que la performance sportive. C'est notre rêve à terme. On offre un dossard quand on a été très bon tout au long de l'année en matière d'éco-responsabilité. Par exemple. Ça pourrait aller. Les inscriptions pour la prochaine édition, c'est bientôt ? Ça ouvre en juillet. Et si on veut faire le 80 km, il vaut mieux s'entraîner assez tôt. Donc c'est bientôt les ouvertures et on espère qu'il y aura du monde l'année prochaine. Nicolas, Clément, ça vous dit ça, l'Ecotrail de Paris, pourquoi pas ? Pourquoi pas si nos engagements sont récompensés par un dossard, on viendra. Sachant que vous aimez beaucoup ramasser les déchets, mais vous l'avez vu sur l'Ecotrail de Paris, il n'y en a plus a priori. Donc c'est très bien. On n'aime pas tant que ça en soi ramasser les déchets. On sera ravis de venir sur un parcours où il n'y en a pas à ramasser. Oui. Allez, on va raconter votre histoire à tous les deux dans quelques instants. Juste avant ça, quelques infos en bref. Les infos en bref de Sport Planète. L'émission avec la bonne nouvelle du mois. Le skipper Paul Meillat vient de retrouver un sponsor titre pour son bateau. Il s'agit d'une célèbre marque de cosmétiques Biotherm qui collabore avec la fondation Tara Océan. Le futur bateau sera équipé de capteurs pour recueillir des informations essentielles sur la santé des océans et ainsi servir bien sûr à la recherche en continu menée par cette fondation. Côté institution, un petit clin d'œil à la Fédération française d'aviron qui vient d'adopter une charte de développement durable avec 8 objectifs et déjà des actions concrètes. Plus de t-shirts distribués lors des championnats de France, des journées organisées pour le nettoyage des berges ou encore une aide financière pour les clubs qui voudraient se doter d'un récupérateur d'eau. Et puis cette initiative signée AS Monaco, l'AS Monaco qui lance sa plateforme de covoiturage appelée Monego, une plateforme pour ses supporters afin qu'ils viennent à plusieurs au stade Louis II. Démarche éco-responsable, des économies à la clé évidemment et puis un aspect convivial et des rencontres avant le match. Et ça, ce n'est pas négligeable non plus. La parole maintenant à nos éco-aventuriers du mois. Ils ont plein de choses à nous raconter. Nicolas Van den Elsken, vous ne m'avez pas gâté sur le nom de famille, et Clément Chapelle. Merci en tout cas d'être avec nous tous les deux avec des profils quand même assez similaires. Vous vous êtes d'ailleurs rencontrés via les réseaux sociaux parce que vous vous êtes rendu compte que vous faisiez sensiblement la même chose. Vous avez déjà mené des projets ensemble, on en dira un mot. On va revenir sur chacune de vos histoires avec vous, Nicolas, qui êtes un grand sportif depuis que vous êtes tout petit. Vous avez travaillé sur de gros événements sportifs aussi. Et puis, il y a eu un voyage en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est terminé maintenant. On ne prend plus l'avion, c'est ça ? J'ai cassé mon empreinte carbone, c'est ce que je dis à chaque fois à tout le monde. Mais il n'empêche, ce voyage-là a été un révélateur pour vous. Pourquoi ? Pour plein de choses. Moi, j'ai travaillé en effet pendant 5 ans dans l'événementiel sportif et j'ai trouvé moins de sens dans mon travail et puis je me rendais compte aussi que c'était très polluant. Et du coup, en effet, je suis parti 6 mois en Nouvelle-Zélande. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul en fait. Et en fait, en rentrant, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour agir aussi pour la planète ? Donc, servir du sport, de l'événementiel aussi duquel je venais, et de m'en servir pour sensibiliser un maximum de personnes. Et donc, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, ses paysages, etc., ça m'a permis de prendre du recul et de me dire, la planète, elle est belle, sauf qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et qui ne se passent pas très bien, notamment au niveau de la pollution. Et donc, qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour interpeller, sensibiliser du monde ?
Donc en rentrant, l'idée de rester dans le grand événement, avec notamment ce Tour de France, le Green Nico Tour, c'est ça, à partir du 14 août 2021, donc un joli Tour de France, beaucoup plus Tour de France que le vrai Tour de France, hein, on va voir les images. C'était quoi l'objectif derrière ce défi ? L'objectif, c'était vraiment de faire un exploit sportif pour interpeller un maximum de personnes. Et en fait, moi, peut-être parce que j'ai beaucoup travaillé justement sur le Tour de France cycliste, je me suis dit pourquoi toi tu ferais pas un Tour de France pour interpeller un maximum de personnes. Et donc voilà, l'idée c'était de faire environ 38 km par jour le matin, et puis l'après-midi d'aller dans des écoles ou auprès des élus, etc., pour aller faire des sensibilisations. Sur la partie déchets dont on a parlé, mais aussi sur la partie dérèglement climatique et sport santé, parce que moi je suis sportif depuis l'âge de 10 ans à peu près, mais j'ai aussi pas mal de problèmes de poids, enfin bref, donc ça m'interpelle aussi de sensibiliser les plus jeunes sur ça. Et donc voilà, c'était vraiment servir d'une performance sportive pour faire parler cette cause. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici actuellement, je pense. 4612 km avalés, 27 écoles rencontrées, 28 événements de sensibilisation et 5500 masques ramassés tout au long de ce parcours. On a un peu de mal à imaginer le volume, mais c'est beaucoup trop en fait, hein, c'est ça ? Ouais, c'est beaucoup trop, et encore, j'étais que d'un côté de la route, hein, c'est ce qu'il faut se dire, mais ouais, c'est clair, 5500 masques, ça fait plus d'un masque ramassé du kilomètre. Avec Clément, de toute façon, on a souvent cette stat-là hein, quand on ramasse des masques. Après, je faisais aussi pas mal de ramassage de déchets tout court, mais vous doutez bien que pendant un Tour de France, si je faisais que ramasser les déchets pendant 38 km tous les jours, je pense que je serais encore en train de courir malheureusement actuellement. Donc ouais, beaucoup trop de déchets, mais voilà, c'est un geste simple en tout cas qu'on peut faire quand on court aussi, et ramasser au moins un déchet, c'est hyper important. Comment vous faites pour ne pas en avoir de déchets, notamment quand vous faites ce Tour de France ? Le moins possible. Le moins possible. Ça, c'est des gestes assez naturels maintenant qu'on a, mais c'est acheter en vrac, on en parlait tout à l'heure, et aussi ouais, avoir nos petits pochons pour mettre les fruits secs, etc. Enfin, ça, c'est assez simple. Avoir nos gourdes pour les remplir au fur et à mesure. Et puis après, moi, j'étais logé chez l'habitant aussi pendant l'aventure. Donc voilà, après, ça me permettait aussi de sensibiliser les gens chez qui je dormais. Et tout ça, ça me permettait d'avoir très peu de déchets. Vous étiez accompagné avec quelqu'un en vélo hein, pendant que vous couriez, et d'ailleurs Clément a fait partie de cette assistance. Et finalement, vos histoires, elles se mêlent un petit peu parce que vous aussi, il a fallu changer d'hémisphère pour se dire oulala, ça va plus, il faut que je fasse quelque chose moi-même. Vous, c'était en Australie du Sud que votre vie a pris une nouvelle tournure, Clément. Exactement, sur une île absolument paradisiaque, Kangaroo Island. Voilà, je rentrais du travail en courant, et il y avait une canette tous les 20 mètres. Et dans cet environnement absolument paradisiaque, je me suis dit non, c'est pas possible ici. Et je cherchais à ce moment-là un défi sportif pour me remettre au sport qui m'a toujours animé et que j'ai un peu délaissé à travers les études et le travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris l'idée m'est tombée dessus de faire le tour de cette île en courant et en ramassant les déchets. Et c'est là qu'est né le projet Plogaton pour finalement pas faire ça que pour mon envie de défi sportif, mais d'inciter le plus de monde à passer à l'action et à régler tous ces problèmes, hein, puisque là on était sur une île paradisiaque et désertique plus ou moins, où chaque vague ramenait des tonnes de plastique, donc on se dit mais comment on peut faire, et c'est là que les choses ont changé. Les choses ont changé avec Plogaton, et depuis plein de défis que vous vous lancez, comme quoi par exemple ? Comme courir 100 km pour la planète. C'était le 13 mai 2021, donc l'objectif. Avec un bel ambassadeur, je crois. Qui a fait la même chose, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui nous a amené finalement à se rencontrer, puisque bon, il y a que la taille et la couleur de cheveux qui changent, sinon on a vraiment un projet extrêmement similaire. En tout cas, on se bat pour la même chose, pour interpeller les gens à travers le sport. Et effectivement, je ne sais plus ce que je disais avant, mais l'important est aussi de sensibiliser. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, on parlait des enfants. Dans chacun de vos défis, il y a cette partie-là aussi. Hein. Aller voir les écoles, les clubs et leur expliquer que finalement, ce n'est pas si compliqué de faire attention. Exactement. Le but, c'est vraiment de partager ça et de dire qu'on peut tous faire un effort, tous prendre de nouvelles habitudes. En général, changer une habitude, c'est dur les premiers jours, mais en général, c'est souvent plus facile, comme réduire ses déchets ou faire du compost. Après, on a une poubelle sèche, on a moins de déchets, finalement, on y gagne tous.
Vous, au quotidien, c'est vraiment la ligne que vous vous fixez? Ouais, je suis pas mal avancé dans le zéro déchet et dans toutes ces habitudes finalement de réduire tout ce qu'on peut réduire. On a une petite astuce à donner à nos téléspectateurs là, parce que se dire zéro déchet, quand on voit nos poubelles tous les jours, on se dit ouh, on n'y est pas encore. C'est quoi le truc le plus simple? C'est refuser, c'est réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça et changer sa consommation, hein, c'est vraiment ça. Mais moi, ce que j'insiste vraiment, c'est surtout à composter ces déchets, c'est vraiment ce qui a le plus d'impact en termes de création de CO2. Pour le déchet le plus important à recycler, c'est les déchets alimentaires. Nicolas, vous allez repartir pour un tour cette année, je crois. Il paraît. Il paraît, à peu près le même parcours. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut vous rencontrer peut-être? Ce ne sera pas le même parcours. Ça sera un parcours un peu symbolique qu'on dévoilera au fur et à mesure. Donc là, on ne va pas trop le dire. En tout cas, le départ se fera de Montargis le 3 septembre. Ça sera du 3 septembre au 11 décembre. Et l'objectif, là, ça sera 100 marathons en 100 jours pour le climat. Donc voilà, aucune pause. Mais spécifiquement sur le climat, pour insister sur cette thématique, la partie déchets, elle est importante. On l'a fait au quotidien, nous, avec l'association. Mais la partie climat est tout aussi, et même bien plus importante, comme la biodiversité d'ailleurs. Et donc, on peut nous retrouver sur l'association, c'est Univers Sport, voilà. Et le projet, c'est Green Nicotour. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, enfin voilà. À partir de septembre. C'est ça. Mais vous pouvez même nous suivre dès maintenant, dès tout le temps, puisqu'on fait des actions en fait, au quotidien auprès des écoles, etc. Bon, merci beaucoup à tous les quatre pour vos témoignages aujourd'hui, mais l'émission n'est pas terminée. C'est l'heure du petit quiz. On va voir si vous êtes au top hein, sur l'actualité de l'éco-responsabilité. Bon, vous allez être en équipe? L'équipe de ma droite, l'équipe à ma gauche. Et il y aura une petite question, un petit vrai ou faux. Et d'ailleurs, on va commencer avec un vrai ou faux pour Nicolas et Emmanuel. La Ligue nationale de basketball a lancé un programme éco-responsable appelé Zone Verte. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Hein. C'est la fédération française c'est la Ligue de handball qui a créé ça, Zone Verte. Il commence à déjà être hyper fort. Je me suis dit, c'est peut-être la question sur laquelle on va le piéger. Effectivement, avec ce très bel ambassadeur. Nicolas Karabatic, voilà, c'est donc la Ligue nationale de hand qui est en avance sur le sujet. C'est à vous maintenant et je pense que vous allez connaître la réponse. Clément, Justine, le plugging est né en Suède. Vrai ou faux? C'est vrai. Oh, alors, triché, il faut. C'est un peu triché. J'aurais bien voulu que Justine réponde. Je veux bien qu'on dise ce que veut dire plugging, s'il vous plaît. C'est la contraction de plocka up, qui veut dire se baisser et de courir en suédois. On a donné les réponses avant ou non? Ils savaient déjà. Ah bah, Il y a une bonne réponse de chaque côté, on est mal barré. Nicolas Emmanuel, en moyenne, combien de kilos de déchets ménagers produit un Français en une année? Moi, j'ai le chiffre de 70 kilos par foyer. Par an? Par an. Ah ouais, non, je crois que c'est beaucoup de déchets, plus. Non, c'est de déchets, d'emballage plastique. 70 kilos. Non, là, je parle des déchets sans savoir vraiment, on n'a pas trié du coup. J'ai plus ce chiffre-là, si c'est beaucoup plus, bon, non, voilà, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. 546 kilos par Français par an. Au Danemark, 844. Donc, il va falloir aller faire un petit tour là-bas quand même pour leur expliquer 2-3 trucs. Clément, Justine, on a parlé de l'éco-trail de Paris. Combien en existe-t-il dans le monde? Des éco-trails Oh, la question piège. 16 ou 17, je crois. 12, dont celui de Paris. Ah, on a toujours une bonne réponse de chaque côté. Nicolas, Emmanuel, jusqu'à combien de temps une bouteille en plastique jetée peut-elle rester dans la nature? 400 ans. Ouais, c'est 400 à 500 ans, ouais, c'est 500. Ah, c'est même plus. C'est même plus. Au maximum, c'est même beaucoup trop. 1000 ans. Ouais. Bon. Il y a toujours des chiffres un peu. Ouais, toujours des chiffres un peu. Bon, on va voir si on l'accorde, ça dépend si à côté ça répond. Quelle est la plus grande source de déchets dans le monde? La plus grande source? C'est-à-dire de quoi? De matériel? Le type de déchets. Qu'est-ce qu'on jette le plus? C'est du pétrole. Une bouteille d'eau ou le plastique? Si c'est ça. Qu'on retrouve dans l'océan ou c'est... Les mégots de cigarettes. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais bon, on n'arrive pas à vous départager. Il y a toujours une bonne réponse chacun. On a peut-être là pour l'instant. Donc là, on y va. Il faut être le plus rapide. C'est la première réponse qui gagne. Quel est le sport qui est le plus polluant? Le golf. La Formule 1. C'était quoi la première réponse? J'ai dit le foot. Ouais, c'était faux. C'est le golf. Le golf non plus.
En revanche, c'était la Formule 1, mais à côté, ils n'ont pas répondu, donc je vais l'accorder sur mon côté gauche. J'aimerais quand même bien avoir l'étude qui dit le foot, parce que je crois que quand même sur les... Non, la Formule 1. C'est la Formule 1. La Formule 1, la Formule 1. Je pensais que c'était la Formule 1, pardon, mais que sur les circuits mondiaux, le golf reste le numéro 1, je crois. Bon, en attendant, les chiffres qu'on a trouvés, c'est la Formule 1, mais sachez quand même que la F1 a un objectif zéro carbone à horizon 2030. On n'a pas de neutralité carbone. On en reparlera en 2030 si on est toujours là. En tout cas, les gagnants sont sur ma gauche. Ce sont Clément et Jessie. Voilà, bravo. En tout cas, merci vraiment à tous les quatre d'être venus, d'avoir apporté vos bonnes idées, vos bonnes initiatives et votre bonne humeur pour cette première émission de Sport Planète. On se retrouve évidemment dans un mois avec de nouvelles initiatives à vous présenter. À très vite.